bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Corfa, le CDO de la célèbre enseigne d'électroménager Boulanger. Et si je suis doublement content de te recevoir, Christophe, c'est de pouvoir échanger avec un invité dont le parcours lui permet de revendiquer une très forte expertise retail e-commerce, nous allons le voir tout de suite. Et 2, c'est d'avoir Boulanger sur le podcast. C'est pour moi un distributeur qui propose une expérience à ses consommateurs tout à fait singulière. C'est peut-être complètement subjectif et je l'admets complètement, mais pour moi, entrer dans un magasin Boulanger m'est plus agréable que d'entrer dans un autre. Alors avant de commencer, je vais vous rappeler à vous, auditeurs, plus précisément les 3 grands thèmes que nous allons aborder. Le premier est celui du comportement des consommateurs. Comment a-t-il évolué post-Covid ? Le second est comment le retail s'est-il adapté et continue-t-il de s'adapter ? Et enfin, le troisième point est celui concerne justement la prise de parole. Comment les annonceurs peuvent-ils prendre la parole aujourd'hui à l'été 2020 ? Alors bonjour Christophe, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril et bonjour à tous. J'ai un fil conducteur dans ma carrière professionnelle, c'est que j'ai toujours baigné dans l'électronique grand public, donc le métier qui anime Boulanger au quotidien. Je ne l'ai pas démarré en distribution, je l'ai démarré, comme on dit dans notre jargon, de l'autre côté de la barrière, chez l'industriel, chez Philips, au siècle dernier. Après des études de commerce, on ne peut plus classique, une école de commerce et un master à l'étranger. Je l'ai démarré donc cette carrière autour du produit, d'abord pour le vendre à des distributeurs, et puis un jour j'ai franchi le pas et je suis rentré chez Boulanger il y a un peu plus de 21 ans. Un pur produit, un pur produit Boulanger presque. Avant qu'on revienne sur un boulanger Philips, c'est quel type de produit dont tu avais la charge ? Tu parles que tu étais justement concentré sur les produits, et puis après, c'était plutôt quoi ? Dans notre jargon, on parle des produits blancs, petits, gros électroménagers, des produits bruns, l'image et son, et des produits gris, la téléphonie et la micro-informatique. Moi, j'étais plutôt brun et gris, on va dire. D'accord. Donc là, tu restes 3 ans chez Philips, et puis, comme tu viens de le dire, tu arrives chez Boulanger. En arrivant chez Boulanger il y a 21 ans, quelle est ta lettre de mission ? C'est quoi Boulanger il y a 21 ans ? Qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive chez Boulanger à ce moment-là ? Il y a 21 ans, Boulanger, c'est un petit acteur, certes historique. La boîte a été créée en 1954, à peu près au même moment d'ailleurs que d'autres acteurs emblématiques comme Darty et Fnac. Et à l'époque, c'est un petit acteur, il y a une 40aine de magasins. Et c'est un acteur en devenir. Pour le coup, c'est une boîte du Nord qui s'est construit aussi sa culture, certes avec tout ce que les fondateurs avaient initié, mais aussi suite au rachat par Auchan, ça doit être au tournant des années 85-86, et quelques personnes qui sont venues d'Auchan et de Leroy Merlin notamment, et qui lui ont donné, on va dire, une ADN et une culture commune à tout ce qu'on peut retrouver dans les fameuses boîtes du Nord. Donc là, tu arrives dans le Nord, tu quittes Paris pour aller à Lille, c'est ça ? Exactement. Et donc tu as un rôle identique à celui que tu avais chez Philips, ou c'est différent ? Alors, je suis rentré pour être acheteur.
Pour autant, dans des boîtes où la culture est très très forte comme boulanger, la priorité c'est d'abord d'apprendre l'entreprise et c'est ce qu'on me permet de faire en m'envoyant préalablement pendant une très longue période, quasiment un an, en magasin, apprendre finalement l'entreprise de l'intérieur et d'une certaine façon, le magasin, à l'époque le web n'existe pas évidemment, le magasin c'est quelque part ton client interne. Donc je vis d'abord le quotidien des gens que je vais devoir servir quelque part en étant supposé acheter les assortiments dont ils ont besoin au quotidien pour opérer. C'est vrai que la différence entre le fabricant, Philips, et puis le distributeur, c'est très différent sur la culture. Tu le disais en plus, chez Boulanger, il y a une culture qui est très forte, mais aussi dans la relation, puisque finalement, tu passes de l'autre côté de la barrière. Tu te souviens de moments un peu délicats ou pas? Ben, je passe d'une boîte Philips, qui est une très belle boîte, très respectable, mais où, juste pour te donner une image, la première des choses que je vois le matin quand j'arrive dans le petit journal interne qui nous est distribué, c'est le cours de l'action le soir à la clôture à Amsterdam, à une entreprise boulanger où la première des choses que je vois quand j'arrive, c'est le nombre d'entrées clients. Donc, une fois que je t'ai dit ça, bah voilà, je t'ai tout dit. C'est pas du tout le même mindset. Une boîte avec, comme Boulanger, avec un actionnariat familial et un actionnariat issu des membres du personnel, tu construis dans la durée et tu construis d'abord en capitalisant sur ce que tu es capable d'apporter aux clients. Oui, alors l'humain, effectivement, est une valeur cardinale chez Boulanger. On va en reparler un peu plus tard dans l'interview, mais effectivement, c'est un élément fort que tu notes en arrivant chez Boulanger. Tu es aux achats combien de temps chez Boulanger? Écoute, 21 ans de boulanger au total. Les achats, ça doit faire à peu près la moitié de mon parcours. Mhm. Donc, ça veut dire que quelque part au tournant des années 2009-2010, il y a un petit déclic qui se passe et là, je bascule vers complètement autre chose. C'est les prémices du web au sein du groupe Boulanger, qui avait d'ailleurs à l'époque un certain retard sur le marché pour plein de raisons. Et donc, je bascule dans l'aventure du web à ce moment-là. Et alors là, tu te souviens un petit peu la lettre de mission qui t'était assignée en basculant chez boulanger.com en quelque sorte? Alors, pas tout à fait. À cette époque, on a développé une activité pure player. Cette activité, elle est confiée d'ailleurs à quelqu'un qui, depuis, est devenu le DG du groupe, qui s'appelle Étienne Huret. Et pour faire très simple, Étienne, à l'époque, qui se voit confier donc, cette activité pure player, qui s'appelle Click City. C'est l'entité juridique qui regroupe toutes ces activités web. Étienne me prend dans ses bagages. Et on va dire que moi qui suis, comme beaucoup, issu du carrelage, c'est le moment où je vais commencer à essayer de faire du commerce via un écran. D'accord. Donc il y a cette espèce de spin-off en quelque sorte, Exactement. un pure player indépendant qui joue un rôle. Comment est perçu son rôle par rapport au point de vente? À l'époque, je vais pas refaire le film, mais on se dit que le mode pure player pourrait avoir un avenir et qu'on devrait être présent sur ce canal. Donc on développe une activité pure player. J'ai surtout envie de te dire que, fort de cette expérience, on a d'abord développé des compétences, puisque finalement on a acquis le savoir-faire technique inhérent au web. Maintenant, je vais être cash. 5 ans plus tard, je reviens chez Boulanger, cette fois-ci pour prendre le digital. Et je reviens avec le savoir-faire que j'ai acquis chez le Pure Player, mais fort de la conviction que l'omnicanal, c'est quand même vachement plus sympa. Parce que comment Parce que le magasin me manquait quelque part. et comment est Et tu te dis que tu peux peut-être associer le meilleur des deux mondes. Ouais, je comprends. Comment est organisé le réseau de magasins? C'est un réseau en propre, c'est des indépendants, des franchisés. Comment ça fonctionne? Alors, au moment où on se parle,
Boulanger, c'est 170 magasins, dont une quinzaine. Je crois qu'on a ouvert le 16e la semaine dernière à Célestat, qui sont en franchise. D'accord. Donc une immense majorité en propre. Donc 155 magasins en propre, en réseau intégré, comme on dit. D'accord. Donc tu arrives après Click City pour développer le digital au sein de l'enseigne Boulanger. Comment se passent les choses? Par quoi tu commences? J'ai la chance d'arriver après une équipe qui a lancé le digital et l'omnicanal depuis 2008-2009 en interne. Moi, en parallèle, j'ai fait mes armes dans une structure pure player où j'ai acquis, on va dire, un certain savoir-faire technique. Et comme je reviens chez un acteur qui est omnicanal, j'ai envie de te dire que ma priorité, c'est de surtout pas faire du pure player. Donc, c'est surtout d'essayer de voir où est-ce qu'on peut apporter un plus au réseau de magasins. En fait, quand tu es à la tête d'une activité digitale au sens large dans une boîte comme la nôtre, certes, tu es patron d'une BU, d'un centre de profit, comme on dit, mais tu es d'abord finalement à la tête d'une sorte de média. C'est souvent le premier point de contact du client avec l'enseigne. Mais la vente se conclut quand même, c'est le fameux effet repos, dans la majeure partie des cas en magasin. Donc, à un moment, si tu veux, j'essaie de me dire comment est-ce que je mets le digital au service du magasin. Ok, et donc le premier chantier, c'est quoi, tu te souviens? Il y a beaucoup de chantiers, il y en a qui sont... ou un chantier emblématique, quoi, celui qui est un peu structurant. Celui qui est un peu structurant, 2014, quand je reviens chez Boulanger, c'est le moment où on lance la livraison J+1 gros produit avec livraison installation. Nous, on appelait ça en interne le 22 le lendemain. Tu commandes jusqu'à 22h et tu peux être livré de ton lave-linge ou de ta télé qui sera installée chez toi dès 7h le lendemain. Là, tu touches bien du doigt le maillage entre le digital et le magasin. Premier chantier emblématique qu'on met en place. Très bien, alors maintenant, on va se concentrer un peu plus sur ce que c'est aujourd'hui Boulanger, avant qu'on parle des consommateurs. Explique-nous l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sans rentrer dans le détail partout, mais globalement, comment ça fonctionne entre la supply, le service client, la relation avec les magasins, comment c'est organisé? Tout est imbriqué en fait. Tout est imbriqué. Tu as une supply qui travaille aussi bien pour les magasins que pour le digital. Et le digital est opéré dans un grand nombre de cas par le réseau de magasins. Je développe. On a évidemment une chaîne de préparation de commandes des chaînes de préparation de commandes sur nos entrepôts. Et en parallèle, notre supply livre nos magasins. Mais pour autant, des éléments de délivrance produits comme la livraison à domicile des gros produits restent opérés par nos magasins. Le click and collect emblématique quand tu es chez un acteur omnicanal, maintenant le drive, reste opéré par les magasins. Donc tout fonctionne en transverse. D'accord, donc c'est vraiment un modèle de commerce unifié complètement intégré, quoi. Ouais, toi tu parles de commerce unifié. Nous, le jargon, c'est plutôt omnicanal, mais effectivement tout est imbriqué. Très bien. Alors, merci pour cette présentation, un peu ces éléments de parcours que tu nous partages. La question que j'ai envie de te poser, et je l'ai donnée en introduction, on en a parlé un peu avant d'enregistrer, elle porte sur justement les consommateurs. Je crois que c'est important de revenir sur le consommateur. Tu parlais toujours des valeurs humaines de Boulanger. Le consommateur, c'est clé, c'est fondamental, c'est là où se trouve le marché. On a pu constater, je pense que tu partages l'idée, que durant le confinement, le consommateur a évolué. Peut-être que le confinement a joué un rôle d'accélérateur de tendance qui était déjà présente chez lui. Comment aujourd'hui, avec le point de vue qu'elle tient, la situation qu'elle la tienne, comment tu perçois, tu vois, tu analyses la situation?
Je vais te dire que je suis un petit peu perturbé. Je pense, comme tout le monde, comme tous les Français, on a toutes les peines du monde, je pense, à faire la différence entre ce qui est ponctuel, conjoncturel quelque part, et des tendances un peu plus structurelles, des tendances de fond. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans que les différents médias se fassent l'écho, par exemple, d'un possible reconfinement quelque part à l'automne ou à l'hiver. Hier, on a bien vu les élections marquées par un absentéisme record. Je sais pas, moi je fais pas de politique, mais je peux raisonnablement penser qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu peur de se déplacer. Pour nous, pour notre activité, quelque part, c'est pareil. Je t'avoue que déconfinement le 11 mai, nous, on avait une intuition. On avait l'intuition que le digital allait rester très, très élevé. Le trafic, le chiffre d'affaires, les ventes, on avait un doute. Est-ce que le consommateur aurait envie de se déplacer en magasin? Le consommateur, il est revenu en magasin. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? En tout cas, c'est de bonne aloi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il utilise, j'allais dire indifféremment, le meilleur des deux possibilités qui lui sont offertes, une expérience digitale et une expérience en magasin. On voit d'ailleurs que certains consommateurs passent allègrement de l'une à l'autre, probablement pour des raisons de praticité, de simplicité, de rythme de vie. Mais en tout état de cause, ce qui est interpellant, mais je ne sais pas si c'est une tendance de fond, c'est que tu as l'impression que le consommateur maintenant a fait sien le fait d'utiliser le digital ou l'omnicanal de façon complètement indifférenciée quand ça l'arrange. Et on a peut-être franchi, on va dire, une forme de marche en termes de comportement client. Ouais, il y a une forme de maturité qui a été accélérée, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu observes, là ça va être intéressant d'avoir ton point de vue en tant que boulanger, est-ce que tu observes des changements de catégorie? Est-ce que tu vois que finalement, ou de typologie de produits, on entend souvent parler que le consommateur français est encore plus sensible au Made in France ou alors aux produits recyclables, recyclés. Est-ce que tu vois, est-ce que ça se traduit dans les ventes par des changements ou c'est encore un peu ténu? Alors, avant de te parler de ça, il y a quand même des points notables, on va dire plutôt sur la nature des produits qui se vendent. Je ne parle pas d'ailleurs que de boulanger, je parle du marché de l'électronique domestique en règle générale. Ce qu'on a appris en fait avec la crise du Covid et le confinement, et on l'avait peut-être pas conscientisé quelque part, c'est qu'en fait on a la chance extraordinaire de vendre des produits super importants dans la vie des gens. Je vais peser mes mots, c'est peut-être les produits qui viennent juste après l'alimentaire. Je m'explique. Pendant le confinement, on a vendu des choses qui étaient, là pour le coup, c'est super ponctuel, c'est super conjoncturel, mais qui étaient indispensables à un moment donné, dans un contexte donné, pour la vie des gens. Je vais te donner quelques exemples tout bêtes. Juste avant le confinement, les ventes de congélateurs, elles explosent. Peut-être que les gens se disaient, on va être confinés, il va falloir stocker. Pendant le confinement, tu as des produits qui explosent. Les tondeuses à cheveux. C'est bête comme chou, mais tu te dis, je ne vais pas pouvoir aller chez le coiffeur avant un certain temps, notamment si tu es un homme. Boum, les ventes de tondeuses à cheveux explosent. Les machines à coudre. On a tous vu les élans de solidarité qu'il y avait pour la production des masques. Ça explose. Mais là, j'ai envie de te dire que c'est des éléments ponctuels. Par contre, il y a des tendances de fond. Le télétravail, c'est vraiment une tendance de fond. Les gens s'équipent pour pouvoir durablement bosser chez eux. Ils s'équipent en ordi portable, en bureautique, en produits réseau, en disque dur, en imprimante, en cartouche. Et là, à certains moments, on a même cru que c'était conjoncturel. Tu vois, tu te souviens peut-être qu'au début du confinement, il fallait une autorisation de sortie. Et du coup, nous, on s'est mis à vendre des imprimantes et de l'encre dans tous les sens. Mais on était persuadé qu'à partir du moment où ça allait basculer sur du digital, puisqu'à un moment, tu as des applis qui sont arrivées qui te permettaient d'avoir l'autorisation, ça s'écroulerait. Et en fait, pas du tout. Et on a vu notamment que les gens se rééquipaient.
Peut-être qu'au début, ils avaient acheté un produit et puis ils se sont rendus compte que le besoin allait muter ou durer et du coup, ils se sont rééquipés, ils ont pris des produits différents, voire des produits un peu plus haut de gamme, un peu plus complets. Ce qui a explosé aussi, c'est tout ce qui est autour du confort à la maison. Le côté bien chez soi, peut-être aussi en lien justement avec le télétravail. Euh, je te donne un exemple tout bête. L'an dernier, canicule. On s'en souvient, c'est au moment où je te parle, fin juin, et les gens s'équipent massivement en climatiseurs. Cette année, les ventes de climatiseurs, elles ne sont pas du tout liées à un pic de chaleur, et elles ont commencé d'ailleurs très 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 tôt dans la saison, comme si les gens, quelque part, avaient anticipé le fait qu'ils sont amenés à rester longtemps chez eux en mode télétravail. On a commencé à vendre des climatiseurs dès le mois d'avril. Tout ce qui est autour du fait maison. Alors, fait maison, il y a peut-être justement une empreinte un peu environnementale ou sociétale, mais tout ce qui est autour de la préparation culinaire, j'achète un robot chauffant, un blender, parce que peut-être j'ai envie de consommer différemment. Alors, certainement aussi que le confinement, ça t'impose en fait de faire beaucoup plus de repas à la maison. Tu vas plus au resto, tu n'as plus la cantine de l'entreprise ou quoi ou qu'est-ce, mais les ventes ont explosé. Il y a des produits, c'est loin d'être un épiphénomène, c'est durable. Et la yaourtière, pour faire les yaourts à la maison, c'est vraiment un truc qui dure. Et là, tu es en train de me dire que ce genre d'achat, en fait, il n'a pas tellement fléchi. Ah non, ça se maintient. Et tout ce qui est autour du divertissement à la maison, ça se maintient. Déconfinement et même différentes vagues de déconfinement, la réouverture des restaurants, l'annonce de la réouverture des parcs d'attractions, l'annonce de la réouverture, même sous certaines conditions, des cinémas ou quoi ou qu'est-ce. Nous, on s'est dit que tout ce qui était, par exemple, télé, jeux vidéo, ça allait fléchir. À la limite, s'entendre dire que la Switch est le produit phare du déconfinement quand tu es bloqué à la maison et qu'éventuellement tu as des gamins et il faut bien qu'ils s'occupent, tu comprends. Maintenant que ça perdure, c'est interpellant. Et tu vois qu'il y a vraiment un recentrage quelque part sur on est bien à la maison. Alors ça, c'est très intéressant. Et dans certains cas, un mélange avec certainement des notions un peu plus RSE du faire soi-même, notamment sur tout ce qui est culinaire. Ok. Donc là, on voit bien les tendances qui étaient interpellées parce que tu pensais que ça allait fléchir et puis ça se maintient. Est-ce que vous notez chez Boulanger une forme de sensibilité au prix plus forte? Est-ce qu'il y a, voilà, en sortie de confinement, là, on est début d'été 2020, tu sens qu'il y a peut-être un regard plus fort qui est porté sur les prix? Oui et non. J'ai envie de te dire, d'abord dans notre métier, le prix c'est une dette. Donc tous les jours au bon prix, sinon tu n'existes pas. Alors bon prix évidemment à service comparable. On a été tenté de penser que les clients, indépendamment de vendre des produits au bon prix, allaient massivement choisir des produits premier prix. C'est sûr que le contexte socio-économique, il incite à la prudence. Pour autant, est-ce que c'est des formes d'arbitrage que les gens font avec d'autres dépenses, je sais pas moi, la voiture, le logement, les vacances? T'as vraiment quand même le sentiment que les gens s'installent dans la durée dans l'idée d'être bien chez eux. Et ils vont choisir plutôt des produits durables, de qualité, et pas forcément du premier prix. Donc ils vont choisir des produits qui sont au bon prix, mais pas forcément des premiers prix. Comme s'ils faisaient un investissement sur l'avenir. Ouais, c'est très intéressant. Bon, merci pour cet éclairage du marché, du consommateur. On commence à le cerner, et même s'il y a encore pas mal de questions auxquelles il est difficile d'apporter des réponses, on commence à y voir un peu plus clair avec le temps qui passe. Je passe au deuxième thème qui est celui du retail en fait et comment le retail s'adapte et continue de s'adapter en fait à ces nouveaux enjeux. On l'a évoqué, mais c'est quoi le rôle des points de vente? Enfin, comment ça va être quoi? Du showrooming, du conseil? Quel est le rôle du point de vente dans la supply chain?
Voilà, on a vu des initiatives, et tu vas nous en parler, se développer durant le confinement. Est-ce qu'elles ont vocation à durer? Je devine la réponse parce que tu nous l'as dit tout à l'heure. Euh, mais c'est quoi, de façon globale, aujourd'hui, les enjeux pour le retail pour coller aux besoins du marché? Les enjeux pour le retail au global, ça serait présomptueux de ma part de te donner un éclairage. Par contre, la façon dont nous, on les adresse par rapport aux remontées de nos clients, c'est relativement clair. Il y a d'abord des enjeux plutôt sur le parcours d'achat. Et là aussi, un exemple clair de ce qu'on pensait être ponctuel, de ce qu'on pensait être conjoncturel et qui semble s'installer dans la durée, c'est tous les sujets autour du drive. Mhm. Ça c'est quand même un truc qui nous a surpris. Alors ça nous a surpris d'ailleurs dans tous les sens. Nous, on a ouvert nos drives vers le 10 avril. On a été, je pense, juste après les GSB, les premiers à ouvrir des drives et je pense d'ailleurs les premiers dans notre domaine d'activité. On n'y croyait presque pas. C'est-à-dire, on se disait, mais est-ce que les gens ils vont vraiment sortir de chez eux, quels que soient les éléments de réassurance qu'on peut leur donner sur la réalité des gestes barrières et toutes les règles d'hygiène qu'on met en place pour nous sécuriser nos collaborateurs et les sécuriser eux, les clients. Mais on a été complètement estomaqués par ce que les Français, quelque part, ont plébiscité. Puis on a été estomaqué par les satisfecit en fait que ça nous a apporté. Tu sais, il y a des mesures de satisfaction consommateur type NPS. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été aussi élevé. Et dans les verbatims des clients, c'était merci de me permettre d'obtenir en fait le produit que j'ai besoin d'avoir. C'était d'ailleurs pas j'ai envie, hein, c'est j'ai besoin d'avoir dans des conditions de sécurité draconiennes. Et merci de me permettre de l'avoir rapidement. Alors après, le contexte il est aussi particulier, c'est que c'était certainement aussi le moment où les transporteurs traditionnels étaient dépassés par les volumes et avaient du mal à faire face et à tenir les délais habituels. Donc le drive qui, quelque part, permettait d'avoir une réponse immédiate, a forcément été plébiscité. Mais les clients, ils nous disaient c'est génial, vous me permettez d'avoir le produit dont j'ai besoin et vous me permettez de l'avoir dans des conditions de sécurité qui me rassurent. Mhm. Et une fois que tu déconfines, tu te dis ça y est, c'est fini. Et en fait, ça continue. C'est-à-dire que tu as vraiment les mêmes volumes d'achat par le drive maintenant que tu l'avais fin avril? Bah, le drive, en fait, c'est j'ai envie de te dire, c'est un spin-off du click and collect traditionnel. Quand on déconfine, je me dis, même si nous, on maintient l'expression du drive, ça va graduellement disparaître. Et en fait, les deux cohabitent. Et par contre, la volumétrie, au global, est significativement supérieure à ce qu'elle était avant la crise du Covid. Ouais. Et alors, les enjeux pour vous, on parlait tout à l'heure de la supply chain, hein. Donc, j'ai compris qu'il y a des centres qui préparent les commandes, mais finalement, le magasin, le point de vente, a été amené à en préparer du fait du click and collect existant, mais de l'explosion du drive. Selon toi, c'est quoi la position du point de vente dans les années à venir? Est-ce qu'elle va évoluer avec ce qui vient de se passer? Ben, je pense que le point de vente qui, pendant toute la période du confinement, est devenu quelque part un centre livreur, puisqu'il assurait finalement le fameux dernier kilomètre, il assurait la délivrance du produit par le drive, par la livraison. Hein. Moi, grand coup de chapeau quand même à nos équipes magasins et livraison qui, tout en respectant les gestes barrières, n'ont jamais cessé d'aller amener les lave-linges et les télés même dont les clients avaient besoin à domicile chez le client. Alors certes sans rentrer chez eux, hein, ils le déposaient sur le pas de la porte. Mais en tout état de cause, on aurait pu avoir peur de limiter nos réseaux de magasins à un geste finalement logistique. Et ce qu'on voit, c'est que ça y est, ils ont retrouvé en fait leur raison d'être,
qui est d'offrir du conseil, qui est d'offrir une expérience d'achat riche. J'ai envie de te dire que sans être, c'est pas le monde de Mickey, hein, mais pour autant, on arrive quelque part maintenant à mailler le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire une expérience d'achat avec un conseil riche, sinon le magasin n'a pas de raison d'être, certes avec un masque, certes avec du gel hydroalcoolique, et puis à côté de ça, une forme d'efficience ou d'excellence opérationnelle sur des aspects qui sont finalement beaucoup plus terre à terre sur la délivrance du produit. Mais heureusement, le magasin, c'est pas devenu un centre livreur. Sinon, on n'a plus de raison d'être. Alors oui, c'est intéressant. Et justement, pour un peu conclure sur cette partie de l'adaptation du retail, comment vous y êtes pris pour pouvoir ouvrir les drives finalement très rapidement après le début du confinement? C'était quoi ce qui était le plus compliqué? Comment on s'y prend quand on a 170 magasins? Alors peut-être tous ne sont pas éligibles au drive, mais où dans une grande partie d'entre eux, on a eu ce service de drive. Comment on fait pour mettre ça en œuvre alors que chacun est confiné et qu'il y a des contraintes qui sont énormes? Il y a deux raisons. La première, elle est pratique. C'est qu'on n'a jamais complètement fermé nos magasins. Et on les a évidemment le 17 ou 19 mars, je me perds toujours dans les dates, fermés au public. Mais on a continué en fait à avoir des toutes petites équipes pour assurer la logistique et notamment la livraison chez le client des gros produits. Donc en fait, on avait quand même une toute petite présence. Et ce qu'on a vu en fait, c'est que il y a beaucoup de monde dans l'entreprise qui voulait donner un coup de main. On a plein de gens qui sont proposés pour aller aider leurs copains livreurs ou même préparer les commandes en magasin. On a plein de gens qui sont proposés pour aller donner un coup de main dans les entrepôts. Il y a on va dire une forme de volontariat en période compliquée, une forme d'empathie par rapport aux gars qui étaient sur le front, si je puis dire, en première ligne, qui s'est développée. Ce qui fait que la dynamique collective, l'influx quelque part qu'il y avait, a permis d'avoir des volontaires pour ouvrir. Alors certes, encore une fois, je le maintiens parce que c'était le prérequis, dans des conditions drastiques de sécurité. Et heureusement, on avait fait tout le nécessaire en anticipation pour approvisionner les fameux EPI, là, les équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les gels. Mais en tout état de cause, cette dynamique collective et ce volontariat étaient là. Il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Ouais, finalement, c'est la force collective, hein, c'est la motivation et la volonté collective des collaborateurs de Boulanger qui a permis ça, plus que des contraintes d'exécution particulières liées au point de vente. Chacun s'est débrouillé pour faire comme il a pu. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je passe tous les jours devant Boulanger Beaugrenelle, dans le 15e à Paris, et on voit effectivement comment les choses se sont organisées sur les portes latérales à côté de l'entrée pour les livraisons, avec des marquages au sol sur le trottoir. Et effectivement, les choses ont été bien faites. Merci pour ce partage, Christophe. Le troisième et dernier point, et qui est clé, qui est fondamental, qui est justement sur la prise de parole. Comment on communique aujourd'hui auprès de ces consommateurs? Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Comment on peut le faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je sais que tu me l'as partagé avant qu'on enregistre, que vous avez pris des initiatives dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je ne sais pas ce qu'il faut dire aux consommateurs. Par contre, je sais ce que nous, on avait envie de lui dire. En fait, pendant la période du confinement et après, nous, boulangers, on n'a pas été focalisés que sur la préservation de notre intégrité économique. On a développé une foultitude d'initiatives que je pourrais qualifier, et c'est pas du tout galvaudé, de citoyennes. La Fondation Boulanger, par exemple, a développé une initiative sur laquelle d'ailleurs il y a eu énormément de communication positive qui s'appelle Un monde de liens. On a fourni des tablettes
pour les hôpitaux et les EHPAD, pour que notamment les personnes malades ou les personnes âgées puissent maintenir un lien avec leur famille. On a mis en place un service de conciergerie, on va dire quasi VIP pour le personnel soignant. T'imagines l'infirmière qui rentre chez elle, si son lave-linge est en rade ou si elle a besoin d'en avoir un, on s'est démerdé, excuse-moi la vulgarité, pour assurer un service au-delà de tous les délais et de toutes les contraintes du moment. On a mis en place avec des plateformes médicales du backup et de l'assistance technique sur des éléments de téléconsultation. On a même permis de faire des choses autour du streaming sur les échographies. Pareil, assistance, paramétrage technique. On a mis en place un lien qu'on a appelé Allo Boulanger pour, on va dire, prioritairement pour les personnes isolées et les seniors qui, pour plein de raisons, ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas se rendre en magasin et n'avaient pas forcément accès au digital. Donc, on a fait énormément de choses. Et nous, à un moment, d'abord, on était super fiers de ça. Ça a créé beaucoup de dynamique en interne. Au-delà, encore une fois, du geste métier et de la capacité à livrer et à assurer les clients. Et du coup, quand il s'agit de recommuniquer avec les clients, finalement, j'ai envie de te dire que c'est surtout ce message qu'on a voulu porter. La première prise de parole massive qu'on a eue en télé, je crois que c'était vers le 20-25 mai, on a fait un très long film, un petit peu, j'allais dire, institutionnel, où on a d'abord voulu en fait remercier nos collaborateurs et essayer de dire tout ce qu'on avait fait pendant cette période un peu particulière. Donc tu vois, on est à des années-lumière des prises de parole habituelles. Ouais, parce que, pour compléter tes propos, parce que tu me l'as expliqué avant, en fait, vous avez tourné un film à destination de votre public interne pour dire merci les gars, vous avez été sur le pont, vous êtes remontés les manches, on a passé le plus dur et grâce à vous, on est encore plus fort. Globalement, peut-être que je grossis trop le trait, mais c'était le sens. Vous pouvez être fiers de vous-même et c'est un film institutionnel à l'intérieur. Et finalement, vous vous êtes dit, mais c'est de ça, si je comprends bien, dont on est fier. Et on veut le dire à nos consommateurs pour qu'ils aient un regard plus juste sur la façon en fait avec laquelle Boulanger contribue en tant qu'acteur économique à maintenir une forme de lien, de relation où les valeurs humaines sont cardinales. C'est exactement ça, et je rajouterais rappeler aux consommateurs que deux choses. La première, qu'on n'a jamais coupé le lien avec lui, qu'on a continué à lui délivrer le produit dont il avait besoin, qu'on a continué à le livrer, et puis lui rappeler aussi qu'on a une forme de mission. Alors, c'est notre mission d'ailleurs. Nous, notre mission, c'est aider chacun à profiter pleinement d'un monde connecté pour un usage plus juste, plus durable, plus partagé. Si je t'illustre, plus durable. Pendant le confinement, c'était impossible de reprendre des produits usagés. En temps normal, tu commandes un lave-linge, je viens chez toi, je te le livre, je te l'installe, je reprends l'ancien si tu le souhaites. Mmh. Là, pendant le confinement, évidemment, je te livre ton produit, je te laisse sur le pas de la porte. Tu comprends que pour plein de raisons, il y a l'hygiène. Pour me préserver, moi, livreur, et puis pour te préserver, toi, je ne veux pas risquer de te contaminer, je ne vais pas rentrer chez toi. Mais de la même façon, je ne peux pas reprendre ton produit. Or, durabilité, recyclage, économie circulaire, seconde vie, tu l'appelles comme tu veux, et toutes ces notions se rejoignent. À un moment, quand post-déconfinement, le contexte le permet de nouveau, avec plein de règles d'hygiène bien particulières, il a bien fallu qu'on dise aux consommateurs, le produit qu'on t'a obligé à garder par-devers toi, parfois dans ta cave, mais parfois, je pense aux personnes qui sont dans des appartements, tu avais le nouveau lave-linge, mais l'ancien, tu ne savais pas ce que tu pouvais en faire. Tu peux nous le ramener ou on va passer chez toi le rappeler. Et cette opération qu'on a appelée Big Collect, en fait, c'est une opération qu'on fait de façon très, très régulière. Quand on l'a relancée il y a quelques semaines, évidemment, elle a eu un résultat fort du contexte, complètement hors norme, si tu veux. Et ça, c'est, on va dire, une autre source de fierté.
Eh ben, écoute, merci pour tous ces échanges, Christophe. Merci de nous avoir livré un petit peu, euh, comment dire, un regard vraiment euh, très pertinent sur ce que c'est que le retail aujourd'hui au travers de l'image de Boulanger, au travers de l'exemple, pardon, de Boulanger. Vous avez mis en œuvre beaucoup de choses. On a, euh, grâce à toi, finalement, des éléments pour réfléchir, comprendre et mieux analyser la situation. Donc merci beaucoup d'être venu discuter des enjeux et des perspectives du retail en France. Bien sûr un mot, merci, et pour Comme Explosium, hein, merci à eux, c'est l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message via le site lesdigitaldoers.com. Merci beaucoup Christophe et puis à très très bientôt. De rien, avec plaisir. À bientôt.